Bien. Chers camarades, merci, et merci à celles et ceux qui ont organisé ce moment de débat un dimanche matin. Moi, je ne suis pas très familier avec les réunions du dimanche matin, donc vous me pardonnerez mon élocution peut-être un petit peu moins rapide que d'habitude, due à la fatigue accumulée. Mais bon, c'est important de se retrouver dans un moment qui est un peu particulier pour des militants de gauche et des militants socialistes, c'est-à-dire que nous sommes à la moitié à peu près du quinquennat de François Hollande, et sans exagérer, je vais dire que nous avons quand même un certain nombre de doutes. Parfois même, nous sommes un peu en colère. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai, après quand même avoir précisé que dans cette salle, j'en suis sûr, vous avez tous mouillé le maillot pour faire élire François Hollande. Je le dis à chaque fois parce que souvent les journalistes nous interrogent en disant « mais est-ce que vous n'êtes pas finalement en train de contribuer à affaiblir votre camp, l'exécutif, le président, le Premier ministre ?» Et je rappelle à chaque fois que nous avons contribué à la victoire de François Hollande, nous nous sommes battus pour qu'il gagne, et que contrairement à ce qu'on dit parfois, moi je ne pense pas que Hollande ait été élu uniquement parce que les gens voulaient se débarrasser de Sarkozy. Je pense que comme à chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, elle suscite un espoir, même ténu, et que cet espoir, évidemment, il ne faut pas le décevoir. Or, 2 ans et demi après l'arrivée de la gauche au pouvoir, nous sommes quand même un certain nombre à être déçus. Pas désespérés, pas découragés, mais déçus. Déçus parce que nous avons fait une campagne présidentielle qui était, je crois, assez équilibrée. C'est-à-dire à la fois nous disions la vérité aux Français sur l'état des comptes publics, sur l'état du pays, sur les difficultés que l'Europe rencontrait, sur les résistances que le patronat allait nécessairement mettre en branle contre notre projet. Mais en même temps, nous avions été élus sur un programme volontariste qui avait pour objectif de redresser le pays dans la justice. Et c'est ça qui était important, c'était redresser le pays dans la justice. Et qui dit justice, en tout cas pour nous, militants socialistes, c'était évidemment la justice sociale. 2 ans et demi après la victoire, force est de constater que non seulement les résultats ne sont pas au rendez-vous, en termes de chômage, en termes de pouvoir d'achat, mais surtout un certain nombre de décisions ont été prises en notre nom, au nom des socialistes, au nom de la gauche, qui n'étaient pas conformes, je le crains, à ce que nous avions espéré, à ce que nous avions défendu. En même temps, tout a commencé très vite, si on regarde bien le film qui se déroule. François Hollande venait d'être élu, avec près de 18 millions de suffrages. Il part immédiatement à Berlin, rencontrer la chancelière Angela Merkel, et nous avions tous un immense espoir. C'est-à-dire qu'il arrive à la table des négociations en disant « Voilà, j'ai été élu en disant « Je ne peux pas accepter le traité budgétaire européen tel qu'il est aujourd'hui. » C'est là-dessus que nous avions fait campagne. C'est là-dessus que les députés socialistes ont été élus. Vous vous souvenez, le mot d'ordre, c'était « Nous allons renégocier ce qu'on appelle le TSCG, c'est-à-dire le traité budgétaire européen. » Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, et d'une certaine façon, même si nous sommes des militants laïcs, je vais employer une expression qui ne l'est pas, c'est un peu le péché originel du quinquennat. Parce qu'à partir du moment où nous acceptions, sans en modifier une ligne, le traité budgétaire européen, alors tout ce qui va se passer par la suite en découle. C'est-à-dire, oui, nous sommes contraints à une politique de forte rigueur. Certains diront austérité. Oui, nous sommes contraints à baisser massivement les dépenses publiques. Ça ne satisfait jamais la Commission, vous avez vu, ils ont continué à condamner notre politique soi-disant laxiste. Mais le cadre politique et économique dans lequel va s'inscrire notre action est ainsi posé. Et à partir de ce moment-là, ce moment clé, est arrivé ce que nous redoutions, c'est-à-dire un certain nombre de mesures, de propositions que nous n'avions pas faites pendant la campagne. Dans la campagne, je mets quiconque au défi de dire que nous avions annoncé « nous allons baisser massivement les cotisations sociales ». Je mets quiconque au défi de me montrer où est-ce que nous avions dit « nous allons baisser massivement les dotations aux collectivités locales ». Et pourtant, c'est ce qui se passe. C'est d'ailleurs finalement les 2 mesures emblématiques sur lesquelles nous, maintenant la gauche, nous avons construit notre courant et
qui a justifié finalement nos prises de position dissonantes par rapport à la majorité du parti. Première prise de position, tout d'un coup, des camarades de l'exécutif socialiste expliquent que le principal problème pour les entreprises aujourd'hui, c'est le coût du travail. Nous ne l'avions pas dit pendant la campagne. Nous ne l'avions pas dit quand nous avons rédigé ensemble le projet socialiste en 2011, qui a été adopté, je vous le rappelle, à l'unanimité. Nous ne l'avions pas dit pendant le quinquennat de Sarkozy, où justement, Martine Aubry, François Hollande, Arnaud Montebourg et les autres n'ont eu de cesse de dénoncer cette vision comptable de Fillon et Sarkozy, qui consistait à dire le vrai problème de la France, c'est le coût du travail. Certains disaient même les charges, les fameuses charges sociales qui, soi-disant, grèvent la compétitivité. Et nous, socialistes, dans l'opposition, nous disions, mais attendez, il ne s'agit pas de parler de charges, parlons de cotisations. Les cotisations sociales, elles sont utiles pour payer la retraite, elles sont utiles pour payer l'assurance maladie, elles sont utiles pour payer l'assurance chômage. Ça participe de ce que nous, Français, avons toujours défendu, c'est-à-dire un modèle social de qualité, qui permet aux travailleurs d'être protégés, qui permet aux travailleurs de préparer leur avenir, qui leur permet aussi, en cas de coup dur, d'avoir un filet de sécurité sociale. Et tout d'un coup, alors même que, pendant des années, nous avons combattu la droite sur ce point, nos propres camarades, qui sont au pouvoir, se mettent à utiliser les mêmes mots. Moi, je suis en colère quand j'entends un dirigeant socialiste dire « le problème en France, c'est les charges sociales ». D'abord parce qu'il faut toujours faire attention aux mots qu'on utilise. Laisser à penser que les cotisations sont des charges, c'est remettre en cause implicitement ce modèle social pour lequel nous avons tant lutté depuis des années. De la même façon, alors même que quand on regarde un petit peu le paysage économique, le problème des entreprises, plus que les cotisations sociales, c'est surtout les carnets de commandes, qui se sont largement affaiblis. Mais pourquoi? Parce que nous étions dans une situation de croissance quasi nulle, que le pouvoir d'achat a stagné pendant les années Sarkozy, voire a baissé, que les gens consomment moins, et que, évidemment, les entreprises sont confrontées à un problème de demande, qui existe dans tous les pays d'Europe. Mais plutôt que de faire cette analyse et en tirer des conclusions, nous avons considéré que le principal problème, c'était de baisser les cotisations sociales. D'où, tout d'un coup, l'apparition de ce qu'on appelle le pacte de compétitivité, qui met en place un crédit d'impôt pour les entreprises sans aucune contrepartie. Et pour les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur. Parce que moi, ça ne m'aurait pas choqué qu'on dise les entreprises françaises qui sont confrontées à une forte concurrence internationale, il faut les aider. Tout le monde est d'accord là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, le fameux crédit d'impôt, le CICE, bénéficie essentiellement à qui? 2,5 milliards pour la grande distribution. Est-ce que Auchan, Leclerc, Carrefour et j'en passe sont confrontés à la concurrence internationale? Est-ce que quand un citoyen veut faire ses courses, il a le choix entre aller en Chine ou aller au supermarché en France? Non, évidemment. Donc là, clairement, on a des entreprises qui ne sont pas menacées par la concurrence internationale. Et pourtant, on leur a fait quand même un formidable cadeau. De la même façon, baisser les cotisations sociales massivement pour des entreprises qui parfois font des profits colossaux et qui pour autant n'ont pas une pratique vertueuse en termes de création d'emplois, ça pose un problème. Malgré cela, la majorité des députés socialistes a voté le pacte de compétitivité, puis le pacte de responsabilité. Mais le deuxième effet pervers de cette réforme, qui est, je crois, le plus regrettable, c'est que non seulement nous baissons massivement les cotisations sociales pour les entreprises, mais comment nous le finançons? On aurait pu dire, bah, tant pis, on laisse filer un petit peu le déficit, mais c'est pour le bien de l'économie. Non, nous avons dit, on va le compenser en baissant massivement la dépense publique. Ça, c'est abstrait, baisser la dépense publique, les gens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Mais quand on regarde concrètement, baisser de 50 milliards les dépenses publiques, ça veut dire quoi? Moins d'argent pour l'hôpital. Parce que c'est ça concrètement, vous avez vu le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est ça qui est proposé. Moins d'argent pour les services publics, et surtout moins d'argent pour les collectivités locales. Je dis ça non pas parce que je défends par principe les collectivités locales, mais je sais que 75% de l'investissement public en France, c'est le fait des régions, des conseils généraux, des communes. À partir du moment où on baisse drastiquement leurs dotations,
et c'est le cas aujourd'hui, de plusieurs milliards, l'investissement va s'en trouver bouleversé. Et l'investissement public, c'est pas juste on met de l'argent puis on voit, c'est des entreprises du BTP auxquelles on fait appel, c'est des entreprises de construction qui ne verront pas de marché cette année, etc., etc. Et toute cette politique, ce que je crains, c'est que non seulement il n'y aura pas de création d'emplois, il n'y aura pas de relance de l'activité, mais en plus, et c'est tout le paradoxe de la période, la dette et le déficit public pour lesquels on est censé se battre, en réalité, ne sont pas résorbés. C'est ce que nous disions en 2012. Regardez ce qui se passe en 2014. Le déficit a augmenté, la dette a augmenté. Pourquoi? Parce que les recettes fiscales sont moins importantes, les gens ont moins d'argent, dépensent moins, et finalement, c'est cette spirale infernale de la dette qui continue. Donc moi, je pense qu'on fait fausse route. C'est pour ça que je dis qu'on est déçu. On est déçu parce que ce n'est pas forcément ce qu'on attendait d'un gouvernement de gauche. Mais je dis aussi, nous ne sommes pas désespérés. Il reste 2 ans et demi pour infléchir la politique gouvernementale. Il reste 2 ans et demi pour changer d'orientation. C'est totalement possible. Alors vous allez me dire, pour l'instant, l'exécutif n'envoie pas beaucoup de signes. Il n'envoie tellement pas de signes qu'à l'issue d'élections municipales qui ont été totalement calamiteuses, catastrophiques, on a changé de Premier ministre et on a nommé un camarade pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui, à l'occasion de la primaire en 2011, a réalisé le plus petit score de tous les candidats en présence. Et sur une ligne très marginale, puisque les propositions de Manuel Valls, c'était la suppression des 35 heures, la baisse massive des dépenses, la remise en cause d'un certain nombre de choses auxquelles on attachait, ça a fait 6%. 6% dans le peuple de gauche, c'est pas négligeable. Enfin, c'est loin d'être la majorité. C'est pour ça qu'on a été un certain nombre à être surpris et à être déçus, d'autant plus que cette nomination s'est accompagnée d'un phénomène politique dont on ne parle pas assez aujourd'hui, mais qui est très important, c'est que la majorité politique s'est restreinte comme peau de chagrin. Les communistes sont dans l'opposition, les écologistes ont quitté le gouvernement, il nous reste les radicaux, vous les connaissez, et encore ça dépend des projets, et même au Parti Socialiste, vous voyez bien qu'il y a de la contestation, il y a du doute, il y a de la circonspection. Donc on est dans une période politique très compliquée, puisque notre majorité se restreint comme peau de chagrin, et que nos électeurs se détournent de nous, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du résultat des élections européennes. Moi j'ai de la chance, j'ai été élu dans un contexte affreux. Mais enfin, 13,9%, c'est le pire score du Parti Socialiste depuis sa création. Depuis 1971 et le congrès d'Épinay, les socialistes n'avaient jamais réalisé un tel score. Si ça ne nous fait pas réfléchir, si ça ne donne pas l'envie de changer, alors moi je me demande ce qu'il faut. Pourquoi nous ne sommes pas désespérés? C'est parce que, aujourd'hui, finalement, la deuxième partie du quinquennat et la réorientation possible, elle dépend essentiellement des militants du Parti Socialiste. Depuis 2 ans, la politique qui est menée, elle est menée en notre nom. Sauf qu'on ne nous a jamais demandé notre avis. Et moi, je me souviens d'avoir fait devant le Premier ministre de l'époque, c'était Jean-Marc Ayrault et Harlem Désir, qui était Premier secrétaire à l'époque, j'aurais dit, écoutez, ça fait des semaines que vous êtes minoritaire. On était minoritaire au dernier congrès. Mais moi, je vous fais une proposition. Soumettons le pacte de responsabilité au vote des adhérents du Parti Socialiste. Et vous verrez. Demandons aux militants du Parti Socialiste s'ils sont d'accord pour la remise en cause des 35 heures, pour libérer les énergies et donc travailler le dimanche, pour la suppression des seuils sociaux, parce que vous savez que c'est aussi dans les tiroirs. Demandons-leur leur avis. Si je suis minoritaire, je m'inclinerai. Mais quelque chose me dit que sur ces questions, je ne le suis pas. Et ça n'a pas changé. Je suis persuadé que si on demande aux militants du Parti Socialiste de se prononcer sur la suppression des seuils sociaux, pour la remise en cause des 35 heures, ou même pour ce qui était contenu dans l'accord national interprofessionnel sur les facilités, notamment pour les licenciements, je pense que les militants du Parti Socialiste, majoritairement, pensent comme moi. Sauf qu'on n'a pas fait cette consultation.
Donc évidemment, c'est facile de dire que vous êtes minoritaire, donc vous êtes disqualifié politiquement pour en parler. Il va y avoir un congrès. Espérons qu'à l'occasion de ce congrès, les militants puissent se faire entendre et puissent se prononcer sur la politique gouvernementale. Ça ne va pas être facile, pourquoi? Parce qu'évidemment, le nouveau premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, qui est intelligent, se rend bien compte que si on pose la question franchement aux militants, ils vont répondre franchement. Et s'ils répondent franchement, là, ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Donc, le risque, c'est d'avoir un congrès où, un peu comme les États généraux, où on s'interroge sur le sexe des anges, quelle est l'identité du socialisme au XXIe siècle, pensez-vous qu'à l'horizon 3000, il faut privilégier le progrès dans la technologie Non, ça c'est pas sérieux. Moi je pense qu'au contraire, un congrès du Parti socialiste, s'il est utile, doit servir à trancher un certain nombre de questions entre nous, sur l'Europe, sur les questions économiques, sur les questions sociales essentielles. Et si c'est le cas, alors je pense que les militants socialistes peuvent faire passer un message qui contribueront à réorienter la politique du gouvernement. Et qui contribueront aussi, parce que c'est un point très important, à rendre possible le rassemblement de la gauche. Ce qui est fou, c'est que nous savons tous pertinemment que la gauche ne réalise rien si elle n'est pas rassemblée. Dans l'histoire de la gauche récente, c'est la vérité. 81, c'était le cas. 97, c'était le cas. Et les grandes réformes structurantes qui parlent au peuple de gauche ont été réalisées quand la gauche était rassemblée. Aujourd'hui, elle est profondément fracturée. Et elle est fracturée, y compris, alors je ne sais pas si c'est le cas dans ce département, mais pour préparer les élections départementales, où dans l'immense majorité des départements, hélas, il y aura dans chaque canton un candidat socialiste, enfin un quatuor de candidats socialistes, un quatuor communiste, un quatuor écologiste, etc., etc. Avec le risque que vous connaissez. C'est que dans plein de cantons, nous serons éliminés dès le premier tour. Et il y aura un deuxième tour, droite contre FN. Surtout que les nouvelles règles, vous avez vu les nouvelles règles du mode de scrutin, c'est si vous ne faites pas 12,5% des inscrits, vous n'êtes pas deuxième, vous êtes éliminé. Donc je ne sais pas ce que ça donnera en Aquitaine. Ce que je sais moi dans les régions que je connais un peu mieux, par exemple l'Île-de-France, c'est qu'il y aura des dizaines et des dizaines de cantons où au deuxième tour, il n'y aura pas de candidat de gauche. Mais s'il y a cette fracture de la gauche, c'est pas juste parce que les communistes ou les écologistes ont tout d'un coup envie d'être émancipés. C'est parce que la politique qui est menée aujourd'hui, la politique gouvernementale, évidemment ne rassemble pas la gauche. Et ne rassemble pas celles et ceux qui ont fait confiance à François Hollande le 6 mai et qui ont permis la victoire. Moi, je pense qu'on peut réorienter le quinquennat. Et contrairement à ce qu'on explique, je pense que le président il a le sens des rapports de force et que par ailleurs il a envie d'être élu. On va pas lui en faire le reproche, c'est normal. Mais s'il veut être élu et s'il veut rassembler la gauche, il ne peut pas continuer dans une politique de fuite en avant. J'entendais encore hier notre nouveau ministre de l'économie et des finances qui est tout fringant et sûrement très sympathique. Mais en même temps, quand j'entends ce qu'il propose, je me dis quand même qu'on s'éloigne considérablement de ce qui fait, on va dire, le point d'équilibre entre les socialistes. On a eu un débat au moment de la discussion du texte des États généraux. J'étais très surpris parce que dans notre carte d'identité, le mot redistribution était oublié. Et j'ai interpellé le premier secrétaire, Jean-Christophe, en lui disant, écoute, moi je veux bien, parce qu'il voulait intituler le texte « Un nouveau progressisme ». Déjà, un peu curieux. Je dis, je ne vois pas pourquoi, même si on s'interroge sur le socialisme du XXIe siècle, on ne peut pas continuer à assumer ce qu'on est, c'est-à-dire des socialistes. Alors on peut dire socialiste démocratique, si vous voulez, mais nouveau progressiste, ce n'est pas exactement la même chose. Nouveau progressiste plus absence du mot redistribution, je dis là pour le coup, il y a un loup, comme dirait l'autre. Et précisément, moi c'est ça que je crains. Je crains qu'on s'éloigne progressivement d'un certain nombre de valeurs, de convictions, qui font quand même que la redistribution des richesses, c'est la mission historique de la gauche. Qui font quand même que, même si les classes sociales ont évolué, même si la conscience de classe n'est plus la même, on sait à peu près pour qui on se bat. Et on sait à peu près pourquoi on est au pouvoir. Gaston Defferre, qui
qui n'est pas un modèle évidemment, mais disait une chose que je trouve très juste. Il disait à François Mitterrand, « Président, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si à la fin de votre septennat, les Français qui gagnent peu et qui travaillent beaucoup n'ont pas le sentiment que leurs conditions de vie et leurs conditions de travail se sont améliorées, vous perdrez les élections. » Parce que la gauche au pouvoir, dans l'inconscient collectif, c'est ça. Si leur retraite s'est détériorée, si leur pouvoir d'achat s'est détérioré, si leurs conditions de travail se sont détériorées, alors ils estimeront que la gauche, pour laquelle ils ont voté, n'a pas fait le boulot, n'a pas fait le job qu'on attendait. Ben, c'est exactement pareil aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que si nous voulons réussir la deuxième partie du quinquennat, il faut changer de politique. Il faut changer de politique économique, il faut changer de politique sociale, et je vais commencer par là, pour ne pas être trop long, il faut changer de politique européenne. Je le disais tout à l'heure, François Hollande a été élu en promettant, en s'engageant fermement pour une réorientation de la politique européenne. Et là, pour le coup, nous sommes tous d'accord pour dire l'Europe telle qu'elle se construit aujourd'hui, l'Europe qui était une promesse de prospérité partagée, s'éloigne complètement de ce projet européen. Continuer comme ça, avec un budget de l'Union européenne qui est de plus en plus réduit, alors que les besoins sont de plus en plus importants. Vous savez quand même que l'année dernière, c'est la première fois que le budget communautaire était en baisse, et y compris dans la nuit, il y a eu tout un débat avec les conservateurs qui voulaient supprimer 2,5 milliards d'euros en faveur des organisations caritatives et de celles qui luttaient pour l'alimentation des plus démunis. Il a fallu vraiment, jusqu'à la dernière minute, que les socialistes disent « Non mais attendez, quand même, il ne faut pas exagérer. Quoi. On est un continent riche. Si on se prive de toutes les politiques de solidarité, ça ne va pas marcher. » Enfin, c'est quand même ça, aujourd'hui, le débat en Europe. Mais surtout, le problème principal, et moi je peux vous le dire que c'est des choses dont on parle au Parlement européen, c'est évidemment la concurrence fiscale et la concurrence sociale. Concurrence fiscale, et ça a d'ailleurs été largement sur le devant de la scène, puisque vous avez eu un scandale qui éclabousse Jean-Claude Juncker, le président de la Commission nouvellement élu. Enfin, moi j'ai voté contre lui, mais on n'était pas nombreux, hein, y compris les Français. Et d'ailleurs, on l'avait dit. Enfin, moi, l'argument que je disais, c'est qu'on a passé notre temps pour la campagne européenne à dire Jean-Claude Juncker est le VRP des paradis fiscaux. Il ne pourra pas mener à bien une réforme d'harmonisation de la fiscalité entre les différents pays de l'Union. On arrive au Parlement européen, on vient d'être élu, et là, on a des camarades sociodémocrates qui nous disent « Bah oui, mais tout compte fait, il va falloir voter dans Jean-Claude Juncker. » Et cette distorsion entre le dire et le faire, ça pose problème. Concurrence fiscale entre les pays, c'est-à-dire que vous avez des pays qui aujourd'hui ont un impôt sur les sociétés très bas, donc évidemment attirent les capitaux au détriment d'autres pays européens, mais résultat, ça fait quoi? Ça fait que cet espace de coopération qu'on avait promis n'existe pas. Et puis, bien sûr, et c'est plus grave encore, concurrence sociale. Si on continue à jouer les travailleurs les uns contre les autres, à dire bah, vaut mieux aller mettre mon entreprise dans tel pays de l'Est parce qu'il y a peu de cotisations sociales, parce que les salaires sont très bas, vous voyez bien ce que ça donne. Ça donne de la colère par rapport à la construction européenne. Et ça aboutit à des votes qui sont des votes extrémistes, des votes de rejet. Donc pour moi, la priorité européenne, c'est l'harmonisation sociale, c'est l'harmonisation fiscale, et c'est évidemment le changement de politique européenne au niveau économique. L'investissement, alors Juncker a dit on va faire un plan d'investissement de 300 milliards. Mais ça ne peut pas être 300 milliards publics. Le problème, c'est qu'à un moment, s'il n'y a pas d'injection d'argent public, ça ne se fera pas, parce que les entreprises ne suivront pas. Donc cette réorientation de la construction européenne, elle est absolument indispensable. Et elle est possible. Elle est possible dans les pays du Sud qui ont été totalement abattus par les cures d'austérité. Il y a une aspiration à ce changement de politique. Mais pour ça, il faut l'incarner, il faut se battre pour. Si le président Hollande et le président du Conseil, Matteo Renzi, par exemple, qui a beaucoup de défauts, mais qui sur cette question, en tout cas, est déterminé, ne le font pas, alors évidemment, il n'y aura pas de réorientation possible. C'est une priorité absolue. Et j'ajoute qu'il faudra être vigilant sur une dernière question, qui m'occupe moi particulièrement, puisque je suis membre de la Commission de commerce international, c'est évidemment que tout ça se fait dans un contexte où nous sommes en train de négocier
2 énormes accords de libre-échange avec des pays nord-américains. Le traité CETA avec le Canada, le traité TAFTA avec les États-Unis. Barroso a dit « c'est formidable parce que dans 20 ans, à l'horizon 2030, si on signe un accord de libre-échange avec les États-Unis, les Européens deviendront riches et heureux. » En gros, c'est ça. Puisqu'ils ont calculé, je ne sais pas comment ils ont calculé, qu'en 20 ans, on pourrait gagner 300 € de pouvoir d'achat grâce à un accord avec les États-Unis. On est un certain nombre à être sceptiques et dire il y a sûrement des avantages à un accord de libre-échange. Enfin aussi, il y a quand même des risques et des menaces. Risques par rapport à nos normes sociales. Je rappelle quand même, pour mémoire, que les États-Unis ne sont même pas signataires de la charte de l'Organisation internationale du travail. Ça pose quand même un problème après. Hein. Risque de nos normes sanitaires et environnementales. Chacun connaît les conditions de la production agroalimentaire aux États-Unis, c'est pas la même que chez nous. Les exploitations sont en moyenne 10 fois plus importantes que chez nous. L'utilisation de certains produits est interdite ici, mais permise là-bas. OGM, alimentation de l'élevage, le fait après, bon, tout le monde connaît l'exemple du poulet chloré, ou du bœuf aux hormones, ça fait partie quand même du débat. Sauf que c'est sur la table. Et sauf qu'en catimini, la plupart des États européens ont donné leur accord, et que ça continue à être négocié avec le risque que ça soit signé assez rapidement. Donc là aussi, il faut une voie socialiste, il faut une voie progressiste, pour dire non, ça c'est... Soit on a de vraies garanties de la part des Américains, soit on ne peut pas aller plus avant dans cet accord de libre-échange. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que la réorientation de la construction européenne, qui suppose une volonté forte du gouvernement français, et le courage de dire à un moment, ça ne peut pas continuer comme ça doit être notre priorité absolue. Aujourd'hui, ce combat est devant nous. Je le disais tout à l'heure, il n'a pas été fait en 2012 et c'est dommage, mais encore une fois, ce n'est pas perdu. Il faut que la France s'exprime. Elle ne le fait pas suffisamment. Elle a nommé un commissaire européen, Pierre Moscovici, qui passe à Bruxelles pour un laxiste budgétaire. C'est vous dire à quel point leur vision est déformée. Mais moi, je pense qu'au-delà de cette nomination qui pose un certain nombre de questions, il faut assumer un rapport de force avec les conservateurs. Et il faut que dire sur certaines questions, là, c'est pas possible. Pour l'instant, nous ne le faisons pas. Mais c'est une des conditions de la réussite du quinquennat, c'est parvenir à créer un rapport de force en Europe. La deuxième condition, qui est tout aussi importante, il faut mener une politique plus équilibrée en matière économique. Aujourd'hui, le gouvernement n'a qu'un seul mot à la bouche, c'est l'offre. Il faut faire une politique de l'offre, il faut que les entreprises se sentent bien, il faut qu'elles ne soient pas entravées par un certain nombre de normes, le code du travail est trop gros, c'est difficile de licencier. C'est comme ça les arguments qu'on nous donne. Et c'est comme ces arguments auxquels on répond. D'ailleurs, même le président de la République, lors de sa dernière émission, il était en face d'une chef d'entreprise du MEDEF, il disait « Oui, vous avez raison, c'est vrai, il y a trop de contraintes pour licencier. » Enfin, je m'excuse, mais quand vous embauchez, enfin, votre première pensée, c'est pas « j'embauche, mais je vais être sûr de pouvoir le licencier très très vite. » C'est « j'embauche parce que j'ai un carnet de commandes qui se remplit, parce que j'ai des perspectives de marché dans tel ou tel pays ou dans tel ou tel secteur, et que je veux créer de la richesse. » C'est quand même curieux de prendre à notre compte des arguments qui sont des arguments qui visent à quoi? Qui visent progressivement à fragiliser le monde du travail. Donc là aussi, il y a des changements nécessaires. Là aussi, il faut arrêter de rentrer dans cette logique folle qui n'aboutira qu'à une seule chose, c'est l'appauvrissement généralisé du monde du travail. Là aussi, c'est pas gagné. C'est pas gagné alors même que nous avions la possibilité, c'est ça moi qui me donne le plus de regrets, de réunir la gauche sur des mesures qui ne sont pas des mesures radicales, révolutionnaires, mais des mesures de progrès social. Je vous donne un exemple. À la fin de l'année 2011, ou même au début de l'année 2012, nous étions dans l'opposition. Le groupe communiste, au Sénat, a déposé une proposition de loi pour interdire les licenciements boursiers. Proposition de loi très simple. Les communistes ont voté pour, les écologistes ont voté pour, les socialistes ont voté pour, les radicaux ont voté pour, les amis de Jean-Pierre Chevènement ont voté pour. Tous se sont mis d'accord là-dessus. Évidemment, la majorité de droite n'a pas suivi.
On arrive au pouvoir. Assez logiquement, qu'est-ce que font les communistes? Ils se tournent vers nous, ils disent bon, on va redéposer cette proposition de loi pour interdire les licenciements boursiers. Et là, on leur dit ah non, c'est pas possible. Pourquoi? C'est techniquement difficile, c'est économiquement difficile. Marie-Noëlle Lienemann, qui est camarade de Maintenant la gauche au Sénat, appelle le ministre du Travail de l'époque, dit c'est Michel Sapin, et je ne comprends pas, on l'a voté il y a moins de 6 mois, la proposition de loi elle est déjà écrite, il suffit de la voter, faisons les décrets, et ça c'est une mesure forte par rapport aux salariés de Florange, de Gandrange et autres, qui en effet ont vu leur entreprise dépecée uniquement parce qu'il y avait un patronat très agressif qui considérait qu'il coûtait trop cher, que la rentabilité pour les actionnaires était trop faible, il fallait se débarrasser de cette usine, comme ça le cours de l'entreprise allait monter. Refus catégorique du gouvernement. Refus, y compris de celles et ceux qui, au Sénat, avaient voté cette proposition de loi. Vous voyez, c'est ça qui est rageant. C'est que le texte était prêt, l'état d'esprit qui était d'envoyer un signal, notamment au MEDEF, en disant tout n'est pas permis, tout n'est pas possible. Tout ça, on l'avait sous la main, on l'avait sur la table, et on ne le fait pas. Et bien, moi, la proposition que je refais, pour réorienter ce quinquennat, c'est remettons cette proposition de loi au cœur de nos engagements. D'ailleurs, François Hollande l'avait dit pendant la campagne, et c'était dans le projet socialiste. C'est pas, encore une fois, c'est pas un truc révolutionnaire, c'est pas pour faire plaisir à Arlette Laguillet. C'est vraiment parce qu'on a considéré que c'était possible. Mais bien sûr, ce qu'il faut aussi, c'est réorienter la politique économique très vite. Aujourd'hui, on a un budget de restriction. Budget de restriction qui consiste à dire moins on dépense, mieux ça va aller. Sauf qu'aujourd'hui, moins on dépense, plus la dette et le déficit se creusent. Donc nous, maintenant la gauche en tout cas, on propose de renverser le problème et de dire la priorité, c'est pas la lutte contre les déficits, alors je sais que ça peut en choquer certains, la priorité, c'est la lutte contre le chômage. Plus il y aura de création d'emplois, plus l'activité sera relancée, et moins on aura de problèmes pour faire rentrer de l'argent pour creuser les déficits. Et d'ailleurs, regardez la plupart des pays qui ont fait de l'équilibre budgétaire leur obsession. Je prends l'exemple de l'Italie. Ils ont fait 8 plans de rigueur successifs. 8 plans de rigueur successifs. Ils ont supprimé des postes de fonctionnaires, fermé des hôpitaux, supprimé des échelons administratifs. La dette n'a jamais été aussi importante. Jamais. Parce que le pays s'est retrouvé dans une situation de récession et que ça ne marchait pas. Donc nous, on propose de renverser complètement la logique. Et au contraire, d'aider les collectivités locales à investir. D'aider les grandes structures publiques et les services publics à prospérer. Parce qu'on considère non seulement que c'est la mission de la gauche, mais c'est bon pour l'économie. C'est bon pour l'économie. Relancer l'activité, relancer la création de richesse. C'est la proposition qu'on fait dans notre manifeste. On va, alors c'est vrai, à contre-courant, par exemple, nous on dit relance de l'investissement, relance du pouvoir d'achat. Relance du pouvoir d'achat, on dit deux choses. Un, augmentation des bas salaires, et notamment du SMIC. Pour l'instant, ceux qu'on a à nos côtés, nos camarades disent c'est absolument impossible, les entreprises hurleraient. Moi je considère au contraire que c'est de notre devoir d'augmenter les bas salaires. Et c'est de notre devoir d'augmenter le SMIC. Et là pour le coup, on le peut. Il suffit d'un décret du gouvernement. Ça relancerait le pouvoir d'achat. Mais la deuxième chose qu'on dit, qui est encore plus importante et qui est au cœur du débat aujourd'hui, c'est que nous on pense qu'il faut augmenter l'indemnisation du chômage. Alors là, vous avez en face de nous des gens qui disent mais c'est absolument pas réaliste, c'est pas raisonnable. Mais moi je pense précisément qu'en période de crise, quand il y a beaucoup de chômeurs, il faut augmenter l'indemnisation du chômage. D'ailleurs, ce débat a eu lieu aux États-Unis il y a quelques mois, quand Barack Obama a proposé d'augmenter la durée d'indemnisation, d'augmenter les montants. Mais pourquoi il l'a fait? Parce que précisément, il voulait relancer l'activité. Et il voulait que les chômeurs, bien que confrontés à une situation personnelle et sociale difficile, continuent à consommer, continuent à bouger, continuent à contribuer au paysage économique. C'est ce que nous devons faire aussi. Donc relance par l'investissement public, relance par la consommation, pouvoir d'achat, indemnisation du chômage, retraite. Vu la petite musique actuelle, ça peut paraître presque radical. En réalité,
je ne fais quasiment que reprendre ce que nous avons dit pendant la campagne présidentielle. Et ce que nous avions tous voté en 2011 au moment de l'élaboration du projet socialiste. Donc ça n'est absolument pas irréaliste. C'est au contraire, on en parlera, je vois que certains n'opinent pas du chef, on en parlera dans le débat, mais je suis prêt à démontrer en tout cas que ça me paraît largement plus efficace que ce que nous faisons aujourd'hui. Dernier point enfin, parce que j'avais promis de ne pas être trop long pour qu'il y ait un débat. Il faut une réorientation de la politique économique. Il faut retrouver nos fondamentaux de politique sociale. Il faut contribuer à changer complètement la construction européenne. Et le dernier point, on aura largement le débat, il faut qu'en termes de pratique politique, nous ayons le courage et l'audace de changer. Quand je dis pratique politique, je parle évidemment des institutions, et notamment de notre rapport aux institutions de la Ve République. Pendant des années, nous avons passé notre temps à dire la Ve République, c'est une monocratie qui concentre dans les mains d'un homme trop de pouvoir. François Hollande, le premier d'ailleurs, n'a pas eu de mots assez durs pour critiquer la façon dont Nicolas Sarkozy utilisait les institutions de la Ve à son profit. 2 ans et demi après l'arrivée de la gauche au pouvoir, force est de constater que les choses n'ont pas fondamentalement changé. Je dis ça pour être poli. Or, précisément, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes mal à l'aise? C'est que, à gauche, notre code génétique est profondément étranger aux institutions de la Ve. Nous ne communions pas dans le culte du chef. Nous ne pensons pas qu'il y a un sauveur suprême qui va nous indiquer la voie et qu'il suffira de le suivre. Non, la tradition de la gauche, c'est la délibération collective. On en est loin aujourd'hui. Et c'est ce qui explique ce qui se passe au Parlement et ce qu'on a appelé les frondeurs. Vous avez là des camarades qui estiment qu'ils ont été élus pour réaliser un programme et qui proposent d'aller au bout. Et donc qui amendent, en tout cas qui proposent d'amender un projet gouvernemental. C'est quand même pas scandaleux. Et qu'est-ce qu'on leur fait? On leur fait un procès en loyauté, on leur fait un procès en solidarité, sous prétexte que, plutôt que de 150 000 emplois d'avenir, ils proposent d'en créer 200 000. Plutôt que de baisser de 50 milliards les dépenses publiques, ils proposent de les baisser que de 30 milliards. Et ça, non seulement c'est pas accepté, mais on nous fait un procès en déloyauté. Et là, ça ne va pas du tout. Franchement, si on ne permet pas aux parlementaires socialistes et de gauche de contribuer à l'élaboration des politiques publiques, je pense qu'on s'expose à de graves décombres. Parce qu'on nous dit qu'il faut être solidaire de l'exécutif. Il faut être solidaire de l'exécutif. Mais nous serions fondés à dire que ça serait bien aussi que de temps en temps, l'exécutif soit solidaire de sa majorité. Que l'exécutif soit solidaire de sa base sociale. Que l'exécutif soit solidaire des militants du Parti socialiste qui ont permis la victoire en 2012. C'est aujourd'hui la feuille de route que je propose aux camarades qui se reconnaissent maintenant la gauche. C'est pas toujours facile parce que quand la situation est à ce point tendue, quand les résultats électoraux sont à ce point décevants, il y a une tentation qui est celle de dire on serre les rangs, on ne critique pas les décisions des chefs, on avance, puis on verra bien à la fin. Et moi je connais plein de députés de bonne foi, qui sont des vrais camarades de gauche, qui disent je ne suis pas d'accord avec ce qu'on nous fait voter, mais je le vote quand même. Parce que l'important, c'est qu'on soit tous ensemble. Je dis, le problème, c'est que si c'est tous ensemble pour aller dans le mur, tous ensemble pour aller dans une sorte de fuite en avant, je ne vois pas tellement l'intérêt. C'est mourir ensemble, moi je préfère qu'on débatte et qu'on soit guéri à la fin. Donc précisément, moi je propose qu'on soit guéri à la fin. Mais pour guérir, il faut à un moment être en capacité d'interroger un certain nombre de décisions, de proposer un certain nombre d'inflexions, et d'envisager ensemble une autre étape du quinquennat. Contrairement à ce que je dis ici ou là, moi je suis sûr, certain, que si, à l'occasion du congrès du Parti socialiste, les militants s'expriment en conscience et disent, non pas il faut faire totalement l'inverse de ce que nous faisons, mais sur tel ou tel point, il est possible d'infléchir. Sur tel ou tel point, il est possible de changer. Sur tel ou tel point, on peut renouer avec la promesse de 2012. Je prends un exemple, la réforme fiscale. Ça devait être la pierre angulaire du quinquennat. Et là aussi, pour celles et ceux qui ont fait campagne, vous vous souvenez, on mettait toujours ça en avant.
réforme fiscale d'envergure pour régler une fois pour toutes ce système français qui est à la fois très compliqué et très injuste. Aujourd'hui, la réforme fiscale, et d'ailleurs Jean-Marc Ayrault est le premier à le reconnaître, il a même fait une contribution là-dessus, elle n'a pas vu le jour. Y compris la petite proposition qui consistait à dire nous allons rendre progressif la CSG pour donner un peu plus de pouvoir d'achat à ceux qui en ont besoin. Je ne parle même pas de la fusion sur l'impôt sur le revenu de la CSG, je dis juste rendre la CSG progressive. C'est une revendication du Parti Socialiste depuis 10 ans. C'est un des points sur lesquels François Hollande, eh oui, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. On va dire que c'est pas la même époque. Il n'appartient qu'à François Hollande de devenir aussi important pour l'histoire que François Mitterrand. Ça appartient à lui, puis ça nous appartient à nous aussi. Donc je disais, la réforme fiscale, par exemple, ça n'est pas hors de portée. Ça n'est pas quelque chose de techniquement ultra compliqué, quoi qu'on dise les fonctionnaires de Bercy. On peut avancer, on peut faire des choses, mais pour ça, il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut qu'il y ait des militants socialistes à un moment qui se lèvent pour dire, bah nous, on estime que là, un changement est possible. Voilà, en quelques mots, avant que s'instaure un débat, 2-3 points qui peuvent constituer une alternative de gauche. Moi, je vois surtout une urgence. Si on veut gagner en 2017, il faut rassembler la gauche. Si on veut rassembler la gauche, il faut avoir un programme politique qui permette à chacun de se retrouver. Moi, je ne suis pas un maximaliste. Je suis pour le compromis. Et que je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrive à trouver un point d'équilibre entre nous tous. D'ailleurs, le génie du Parti Socialiste, ça a toujours été ça. C'est-à-dire à un moment, de permettre à tous celles et tous ceux qui y sont de se retrouver. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Une grande partie des militants et une grande partie de nos électeurs ne se retrouvent pas dans cette politique qui est menée en leur nom. Il reste 2 ans et demi pour infléchir cette politique. Il reste 2 ans et demi pour réorienter le quinquennat. C'est possible, ça suppose beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, beaucoup de conviction. Mais je suis sûr que dans cette salle, comme à cette tribune, vous n'en manquez pas. Voilà, merci.